Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série où on lit ensemble Globalia pour apprendre du vocabulaire français et comprendre des expressions en contexte. Aujourd'hui, je me trouve à la montagne, donc je vais essayer de prendre un moment pour moi. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est ma skincare, une tisane et une bonne lecture en français pour enrichir mon vocabulaire. Dans l'épisode précédent, on a découvert l'univers très particulier de Globalia. Une société parfaite en apparence, ultra sécurisée où tout est contrôlé et où la liberté semble totale, du moins en théorie. Si tu n'as pas vu le premier épisode, je te conseille vraiment d'aller le regarder avant celui-ci. Tu comprendras beaucoup mieux le monde dans lequel on entre. Aujourd'hui, on rencontre un personnage qui ne ressemble à personne d'autre. Dans une société obsédée par la jeunesse, la performance et l'apparence, cet homme se promène comme s'il venait d'un autre siècle. Et tout le monde le remarque. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui dérange. Il y a une influence invisible, un pouvoir que personne n'explique, et une visite qui va lancer une opération mystérieuse. À la fin de ce chapitre, on découvre un détail troublant sur un jeune homme qui pourrait bien remettre en question tout ce que cette société considère comme normal. Reste bien jusqu'au bout, parce que certains mots et expressions prennent ici un sens très particulier. Allez, on commence. Ron Altman ne passait pas inaperçu. Avec son pardessus bleu trop long, boutonné de haut en bas, et l'écharpe grise qui lui emmitouflait le cou, il semblait ne tenir aucun compte du beau temps permanent qui était maintenu à longueur d'année au-dessus de Washington. À quoi cela servait-il qu'une climatisation rigoureuse assure une température douce et agréable sous les immenses bulles de verre qui couvraient la ville, si c'était pour se harnacher comme à l'époque où existaient des saisons? L'une d'entre elles s'appelait l'hiver, mais ce nom n'était désormais plus utilisé qu'au figuré. Son accoutrement n'était pas la seule singularité de Ron Altman. Il fallait voir aussi comment il marchait à petits pas, dodelinant légèrement de la tête. Le plus repoussant surtout dans sa personne était sa barbe blanche, clairsemée et soyeuse, ridiculement peignée. De maigres cheveux de la même couleur ivoire se dressaient en bataille autour de ses tempes dégarnies, luisantes, sous lesquelles battaient de tortueuses artères. Dans une société qui donnait à chacun la possibilité d'un plein épanouissement jusqu'aux âges les plus avancés de la vie, un tel laisser-aller relevait de la provocation. Les femmes habillées de textiles fluo, le corps et le visage tenus dans une éternelle jeunesse grâce au sport et à la chirurgie, lui décochaient des regards venimeux quand elles apercevaient sa silhouette au loin. Elle leur rappelait sinistrement leur âge quand elles faisaient tout pour l'oublier. Plus personne n'aurait osé imposer aux autres une telle image de sénilité bourgeoise. Exhiber avec tranquillité son abandon à la lenteur, à la frilosité, aux marques que le temps imprime sur le corps, revendiquer ouvertement son mépris du mouvement, de la couleur, de la santé, en un mot des règles de la vie sociale, était une insulte à la collectivité que tout autre aurait payé d'un rigoureux bannissement. Mais c'était Ron Altman. Un nombre infime de privilégiés pouvait se permettre d'afficher une telle apparence, et nul n'ignorait, sans en connaître vraiment les pouvoirs, l'influence de cette minuscule élite que l'on ne voyait jamais rassemblée. Sitôt qu'on avait reconnu Ron Altman, les regards changeaient. L'agressivité faisait place au respect, et même à la crainte. Il plissait ses yeux pétillants et malicieux pour recueillir ses hommages. Sa bouche aux lèvres minces formait un de ces sourires qui, de Bouddha à la Joconde, inquiètent et obsèdent ceux qui l'ont contemplé. Et il continuait son chemin à petits pas. Quand il franchit ce matin-là l'entrée monumentale du siège de la protection sociale à Washington, Ron Altman, en raison d'une vieille douleur au genou, s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent. Ils étaient bien peu nombreux à se permettre l'usage d'un tel accessoire. Avec la montre de gousset qu'il portait au bout d'une chaîne sur son gilet et le chapeau en feutre à bord rond qu'il avait laissé chez lui ce jour-là, c'étaient des attributs bien reconnaissables. Le garde, à l'entrée, ne s'y était pas trompé. Il resta figé dans une immobilité respectueuse et tremblante, les bras le long du corps. Par pur respect des formes, Ron Altman avait posé la main sur le capteur d'identification génétique, puis il avait lentement traversé le grand hall.
Pour être venu souvent, il connaissait l'existence d'un ascenseur, caché derrière l'entrée et classé monument historique. Quiconque était tant soit peu valide mettait un point d'honneur à grimper 4 à 4 le grand escalier d'honneur. Les paresseux prenaient les couloirs aspirants. Ron Altman, lui, aimait les ascenseurs. Comme de toutes les choses démodées, il ne s'en serait privé à aucun prix. L'avantage d'ailleurs avec les ascenseurs est qu'il faut les attendre. Ce délai permettait à la nouvelle de sa présence de se répandre dans le bâtiment. Quand il parvenait majestueusement à l'étage désiré, son interlocuteur déjà prévenu lui ouvrait généralement la porte lui-même. La lenteur rendait tout plus rapide. C'était un des préceptes favoris d'Altman. « Bonjour 6OS », dit-il en sortant de l'ascenseur, sans même tourner la tête. En effet, c'était bien le général 6OS, promptement revêtu de sa veste d'uniforme et tout ému, qui venait d'ouvrir la porte. Le visiteur continua à pas menus, en direction du bureau que 6OS avait laissé ouvert. Une secrétaire livide, debout près du seuil, tenait sur un plateau la tasse de thé déthéinée que lui avait demandé le général. Altman lui tendit une main où brillait une chevalière en or. Elle lâcha son fardeau pour saisir la main d'Altman et tout le plateau s'étala par terre. Le général 6OS jeta à la pauvre femme un regard furibond, quoiqu'il fût bien certain que toute la faute venait d'Altman et de ses manières perverses. Pendant que la secrétaire ramassait les morceaux de vaisselle, le visiteur avait ôté précautionneusement écharpe et manteau. Il s'était ensuite assis dans un fauteuil, agrippant les accoudoirs à pleine main, comme pour un atterrissage en catastrophe. 6OS reprit sa place derrière son bureau. Il savait qu'Altman n'aimait pas prolonger les politesses. Aussi, les mains tremblantes, le général fit-il signe à sa collaboratrice de les laisser seuls. Il entra immédiatement dans le vif du sujet, en consultant un dossier préparé devant lui. Il attendait cette visite, même s'il la prévoyait plus tardive. « Je vous ai fait appeler tout de suite, monsieur, » commença-t-il en se raclant la gorge, « parce que j'ai trouvé le candidat. Comme vous l'avez vu, nous avons débuté en hâte l'opération. » 6OS prit ces mots pour un compliment. Il grimaça un sourire presque gracieux, malgré son gros nez et sa taille de lutte, il faut l'avouer. Nouzon Altman mit une pointe d'ironie dans son sourire. « Ne soyez pas modeste, dit-il. J'attends de vous plus de sincérité. » Le général fit comme s'il n'avait pas relevé. « J'ai ici tous les renseignements, » poursuivit-il en tendant le dossier à son visiteur. Altman se frotta les yeux. « Voudriez-vous me les lire ? Je n'ai pas mes lunettes. » Ses lunettes. Encore un accessoire d'un autre temps. Bien qu'il eût lui-même près de 87 ans, 6OS n'aurait jamais eu l'idée de porter des lunettes. Tous les 5 ans, il subissait une petite opération correctrice et y voyait mieux qu'un jeune homme. « Volontiers », dit-il respectueusement. Il s'éclaircit la gorge et commença. « Il s'agit d'un garçon, comme vous l'avez recommandé. Il a 20 ans et 14 jours. Une naissance délinquante déjà. Sa mère a interrompu sa contraception sans autorisation. Quelle origine, la mère ? Bouriate. » Altman ouvrit grand les yeux pour marquer sa surprise. « C'est un peuple nomade de Sibérie, » précisa fièrement 6OS, qui avait soigné particulièrement ce point de l'exposé. « Elle était agréée russe alors ?» 6OS fouilla rapidement dans ses feuilles, afin de découvrir la réponse à une question qu'il ne s'était visiblement pas posée. Quelle importance d'ailleurs ? « Non, fit-il. Double agrément Russie-Mongolie. » Qu'est-ce que c'est encore que cela, un double agrément ? Elle avait le droit d'utiliser les références culturelles standardisées des deux origines. « Je m'y perds dans vos nomenclatures », gémit Altman en se passant la main sur les yeux. En gros, elle était autorisée à mettre dans son salon une matriochka et un tapis de chèvre, voilà. De toute façon, c'est un vieux statut qui n'existe presque plus aujourd'hui. Il y a eu trop d'ennuis avec ces agréments flous. Ron Altman hocha la tête d'un air désapprobateur, sans que 6OS comprît bien si cette marque critique s'adressait à l'ancien ou au nouvel état de fait. Il jugea prudent de continuer sans poser de questions. Père inconnu. La mère de notre sujet était venue suivre des études d'infirmière à Milwaukee. Après enquête, il ressort que géniteur le plus probable est un noir, cuisinier dans un bistrot du centre-ville.
Elle avait l'habitude d'aller réviser ses cours là-bas en buvant un café. L'établissement s'appelait le Milkwalking. Il sourit par-dessus la feuille. Mais Altman gardait closes les petites bourses fripées de ses yeux et ne marqua aucun intérêt pour ce détail. Les recherches concernant le père n'ont pas été poussées au moment de la naissance. On sait seulement qu'il s'appelait Smith. De toute façon, l'affaire n'intéressait personne et il ne s'est jamais manifesté. La mère, elle, s'est suicidée. « Aïe !» s'écria le vieillard en sursautant. « Y aurait-il une tare génétique ?» Je vous rassure, nous avons contrôlé soigneusement les gènes de la dépression sont absents. La mort de sa mère était un geste isolé. L'a-t-elle élevée ? En fait, il semble qu'elle ait réussi à cacher assez longtemps la naissance de son enfant. On ne sait pas très bien quel âge il avait quand on l'a découvert. Mais à partir de ce moment-là, bien sûr, il lui a été retiré. Vous connaissez la règle en cas de naissance illégale mise en crèche immédiate et éducation renforcée. L'enfant a bénéficié de ce qu'il y a de mieux. Apprentissage des langues, musique, sport. Il était très doué. Sa mère le voyait ? Non. Les psychologues ont jugé qu'elle n'était pas assez équilibrée. Il faut reconnaître qu'ils avaient raison, puisqu'elle s'est suicidée. Altman renifla bruyamment. C'était une manière de cacher sa surprise. Décidément, il ne comprendrait jamais tout à fait ce monde, même s'il avait contribué à le créer. Pas un instant, Sisoès n'avait été apparemment effleuré par l'idée qu'au contraire, cette femme s'était peut-être suicidée parce qu'elle ne pouvait pas voir son enfant. Quel âge avait-il quand elle est morte ? Environ 8 ans, d'après les radiographies osseuses. A-t-il su qu'elle s'était suicidée ? Le général jeta vers son visiteur un regard désespéré. Jamais, sans doute, il n'aurait cru possible qu'on s'intéressât à de tels détails. « Laissez, » dit charitablement Altman. « Dites-moi plutôt quand il a commencé à faire parler de lui. » À 12 ans. Un premier rapport des éducateurs note à ce moment-là déjà des désirs à forte tendance asociale. Était-il violent ? La violence n'est pas considérée comme un critère asocial. Sisoès était un peu gêné de rappeler de telles évidences. C'était à se demander si Altman, une fois de plus, ne se payait pas sa tête. « J'ai tous les rapports dans le dossier complet, si vous voulez. » Ron Altman fit signe que non. Pendant les années suivantes, les évaluateurs ont été constamment alertés par une tendance certaine au refus des limites. Banal. Oui, mais plus grave est le rejet des compensations imaginaires. Désintérêt pour tout ce qui passe sur les écrans, que ce soit les nouveaux films, les documentaires, les informations, les pubs. Aucune des fêtes collectives à caractère commercial qui s'égrènent pendant l'année ne l'intéresse. S'y ajoute le refus constant de participer aux voyages organisés par le centre éducatif. Plus tard, on note une faible projection dans l'avenir pendant les stages d'orientation pré-professionnelle. En somme, un manque de motivation plus qu'une véritable déviance. C'est un mont peut-être, votre protégé. Non, non, insista Sisoès sur le ton de quelqu'un qui veut plaider sa cause. Le garçon est énergique, très énergique même. Il cherche quelque chose, c'est sûr, mais il ne le cherche pas dans les voies socialement admises. C'est un cas typique de pathologie de la liberté. On a beau être une démocratie parfaite, cela arrive. C'est à la protection sociale de traiter ce genre de problème le plus tôt possible. Voilà pourquoi, dès l'âge de 15 ans, son dossier a atterri ici. Vous l'avez convoqué ? Bien sûr. L'avez-vous vu personnellement ? Ces entretiens de routine ne sont pas de mon niveau, précisa le général sur un ton d'importance. L'un de mes subordonnés l'a reçu à l'époque. Il ne travaille plus ici, mais j'ai les procès-verbaux. Il confirme la gravité du cas. Ron Altman agita sa cravate bordeaux dans l'échancrure de son veston de tweed. Sisoès regardait le tissu et se demandait où l'on pouvait bien encore trouver des oripeaux pareils. Gravité, gravité, marmonna Altman. C'est monnaie courante, il me semble, le désintérêt, le manque de projection. Depuis quand demande-t-on aux gens d'être passionnés ? D'ailleurs, il aurait pu choisir le statut de marginalité contractuelle intégrée. C'est bien toujours comme cela que l'on dit, n'est-ce pas ? Après tout, ce n'est pas pour rien que le droit à la déviance figure dans notre Constitution. Pain béni pour Sisoès. Ils étaient enfin rendus à la partie du dossier qu'il avait le plus soigneusement étudiée.
Choisir la marginalité, répéta-t-il avec un contentement ironique qui eut le don d'agacer Altman. Il y a un mot de trop dans votre phrase, choisir. C'est un individu qui ne sait pas choisir, ou plutôt, il ne veut pas choisir. Il ne choisit même pas de refuser. Tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait et bien, car le bougre est doué, surdoué même d'après les tests, c'est-à-dire selon la terminologie officielle, inutilement doué. Mais rien ne l'intéresse, voilà. Il marqua un temps d'arrêt afin de donner plus d'importance à ce qu'il allait ajouter et se pencha un peu pour dire sur un ton de particulière émotion « Même pas le sport ». La révolte sincère de Sissoès amusa intérieurement Altman. Il sortit un mouchoir à carreaux, un mouchoir en tissu, et chassa l'ombre de sourire qui lui était venue sur le visage. « Si on lui demande de courir, renchérit le général, il court plus vite que les autres. Quand on lui lance une balle, il la rattrape comme un chat. Ceux qui l'ont poussé à se battre l'ont toujours regretté. Il a une condition physique exceptionnelle. Le drame, c'est qu'il ne la met au service de rien. » Sissoès avait prononcé cette dernière phrase, étranglée par une haine bien courante en Globalia, contre les jeunes, mais qui trouvait rarement l'occasion de s'exprimer, car ils étaient désormais peu nombreux. « Et ce n'est pas le plus grave, reprit-il d'une voix lugubre. Pour ménager son effet, il saisit sur son bureau une boîte en plastique transparent où était enfermée une tour Eiffel. De la neige synthétique en flocons s'agita autour du petit monument. « Quoi alors ?» demanda Altman. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, sa voix trahissait légèrement son impatience, sa nervosité. Son œil brillait. « Le plus grave », prononça Sissoès d'une voix sourde. « Le plus grave en vérité, c'est qu'il n'a pas peur. » Conscient de son avantage, il recula sur son siège et prit appui fermement sur le dossier. « Expliquez-moi cela », s'étonna Ron Altman. Son visage était moins marqué par la surprise que par une intense satisfaction. Il dégustait cette révélation comme un gourmet qui, après avoir longuement rêvé d'un plat, en accueille la première bouchée sur le palais. Les interrogatoires et tous les témoignages recueillis autour de lui montrent que ce jeune homme cultive des opinions indépendantes. « Mon cher Sissoès, nous sommes en Globalia, on peut tout dire, tout penser. » Altman suffoquait presque en finissant sa phrase, comme s'il avait lancé une bonne plaisanterie. « Bien entendu », confirma le fonctionnaire avec un sourire, montrant qu'il n'était pas dupe. « On peut tout penser, mais on est responsable de ce que l'on pense, n'est-ce pas ? Il y a des opinions plus compromettantes que d'autres. La lutte contre le terrorisme exige une certaine vigilance. C'est bien le sens que nous donnons à la protection sociale. » « Vous voulez dire qu'il est pour le terrorisme ?» Une ombre était passée sur le visage du vieillard. Il fallait en tirer avantage. Sissoès fit attendre un peu sa réponse et la livra en s'avançant, au point que son interlocuteur fut incommodé par son haleine. Il n'est pas pour les terroristes, c'est bien pire. Il pense qu'il n'y a pas de terroristes. « Pas de terroristes ?» s'exclama Altman sans pouvoir dissimuler sa joie. « Et la bombe qui vient d'exploser à Seattle ?» Sissoès fit le geste de balayer ce fétu d'un revers de main. « Et le bus piégé à Rome il y a 6 mois ?» Aucune importance pour lui. « Et les explosifs retrouvés sous une pile du Golden Gate ?» C'était il y a 2 ans, précisa Sissoès comme pour atténuer cet exemple. Mais peu importe, son idée est toujours la même. Tous ces événements sont des inventions et de la propagande. Et, avec le rire mauvais qui secoue silencieusement un croupier tandis qu'un joueur ruiné pousse devant lui ses dernières plaques, Sissoès ajouta « Il ne croit à aucun des dangers que nous affrontons pour protéger cette société des libertés. » « Magnifique !» s'exclama Ron Altman en frappant des 2 mains sur les accoudoirs de son fauteuil. Ce bruit eut pour effet de rompre le charme. Le général porta sur son visiteur un regard lourd de soupçons, comme s'il avait oublié un instant à qui il parlait. « Je veux dire, » corrigea Altman, « votre portrait est magnifique. » Une certaine détente se fit. « Ce n'est pas mon portrait, mais celui du dossier, » grogna Sissoès. « A-t-il été suivi longtemps par les psychologues ? » Pensez-vous ?
Il refuse toute prise en charge et se croit tout à fait normal. Nous n'arrivons à le coincer que lorsqu'il fait une bêtise. Combien en a-t-il commis ? 2, enfin, jusqu'à maintenant. Et de quel genre ? Toujours le même. Une première fois, c'était à la Barbade. Il était dans un centre de vacances pour une activité de voile. Son moniteur ne l'a pas vu rentrer un soir. Il avait tenté de rallier Antigua, qui, comme vous le savez, est déclarée zone interdite pour raison de sécurité. Il a simplement déclaré s'être perdu, ce qui n'explique pas pourquoi il avait bourré les caissons du dériveur avec des biscuits et de l'eau douce pour une semaine. Condamnation ? Rien, une psychothérapie, qu'il n'a suivie que pendant 3 séances. La seconde fois ? Dans le Bronx. Il séjournait dans un hôtel pour étudiants situé près du mur. Quel mur ? Celui qui borde la grande voie rapide qui descend vers le port. Et qu'y a-t-il derrière ce mur ? Une non-zone, enfin, je crois. Tout ce que je sais, c'est que l'endroit est interdit et qu'il y a déjà eu des embrouilles par là, la nuit. On a même soupçonné ce coin d'être un point d'infiltration terroriste. Il y a 10 ans qu'il est question de recouvrir cette voie rapide, mais les travaux ne démarrent pas. Et qu'a-t-il fait au juste, votre protégé ? En pleine nuit, il a grimpé sur le toit de son hôtel et a rejoint le haut du mur. C'est assez facile, paraît-il. Il a fixé une corde de montagne à une cheminée et enfilé un baudrier pour descendre en rappel. Il a réussi ? Avec le bruit qu'il a fait, ricana Sizoès, 2 patrouilles l'ont cueilli avant qu'il n'enjambe la corniche. Jugé ? Cette fois, il a eu du mal à prétendre qu'il s'était perdu. Mais il s'est défendu habilement. Il a mis le tribunal devant ses contradictions. Puisque la Constitution prétend que chacun est libre. Vous voyez le genre. Les juges n'aiment pas beaucoup sanctionner les délits d'opinion. Ce genre d'individus, quand on leur donne une tribune... Bref, il a écopé de 3 mois de travail d'intérêt collectif dans une association humanitaire. Altman avait tiré un calepin de sa poche et prenait des notes avec un vieux stylo gris clair. Son interlocuteur le regardait gratter avec consternation. L'usage du papier n'était même pas d'un snobisme chez ce terrible vieillard. On sentait que gribouiller de la sorte lui était naturel. Sans doute ne savait-il pas se servir des instruments informatiques. Ce n'était pas une coquetterie, mais une infirmité. Il n'était plus seulement touchant, il était pathétique. Le calepin se refermait avec un élastique qu'il fit claquer. « C'est parfait, conclut Altman. Vous avez eu tout à fait raison de le sélectionner. J'aurais préféré donner mon feu vert avant que vous n'ayez débuté l'opération. Mais enfin, puisque c'est fait... » Sizoès ne craignait guère cette objection, il l'avait préparée. « Nous avons dû précipiter les choses, annonça-t-il avec un peu d'emphase, car nous avons appris que l'individu lui-même avait l'intention de passer rapidement à l'acte. Nous ne pouvions plus attendre pour... le reste. » Altman, de sa main osseuse, lissa sa barbe, signe peut-être d'émotion, mais ne dit rien. « Passer à l'acte, répéta-t-il. Et qu'a-t-il fait cette fois-ci ? Si vous me le permettez, repartit Sizoès, je vais appeler un de mes collaborateurs qui vous donnera les dernières informations. Sizoès saisit sur la table son petit boîtier multifonction, l'ouvrit et prononça d'une voix nette. « Heurtier !» Quelques secondes plus tard, à croire qu'il attendait derrière la porte, un homme entra et se plaça debout près du bureau. « L'adjudant Heurtier, dit simplement Sizoès. Nul n'avait besoin qu'on présente Ron Altman. L'adjudant était d'ailleurs impressionné. Il se tenait raide et un peu cambré, ce qui faisait encore ressortir un ventre trop gras. Il était vêtu comme tout le monde, sauf Altman, de textiles thermomoulants. Mais les couleurs étaient mal assorties et bon marché. « Où est notre homme » demanda Sizoès. « Comme nous le prévoyons, mon général, il a quitté hier à 8h45 la nouvelle salle de trekking de Seattle. » Altman se montra vivement surpris. « Une salle de trekking » dit-il en se tournant vers Sizoès. « Oui, » expliqua celui-ci, en marquant par son ton qu'il se forçait à l'indulgence. « Il s'agit d'équipements nouveaux, il y a tout de même 30 ans après qu'il en existe, qui permettent aux citadins de faire de grandes randonnées en toute sécurité. Comment s'y prennent-ils ? Ils tournent en rond. » C'était toujours pareil avec Altman. On se demandait s'il jouait la comédie
ou s'il était si vieux que certaines évidences avaient pu lui échapper. Sisoès donna patiemment le détail des sentiers, protégés par des verrières, des étapes équipées. En somme, résuma Altman, c'est un peu comme une zone protégée, mais à la campagne. Voilà, confirma Sisoès, avec un brin de découragement dans la voix. Et comment a-t-il fait pour s'échapper cette fois-ci ? Il a déverrouillé un des panneaux de verre mobiles qui servent à évacuer les eaux d'arrosage. Ingénieux, opina le vieillard, en souriant avec attendrissement. Puis, en fronçant le sourcil, il ajouta. Mais alors il lui a fallu des complices. Techniquement, répondit l'adjudant heurtier, ce n'était pas nécessaire, mais en effet, il n'est pas seul. Qui l'accompagne ? Son ami. Une femme ! Sisoès eut l'impression étrange que le vieillard mettait dans cette exclamation, plus que de l'étonnement, une grande satisfaction. C'était une des conditions, n'est-ce pas ? dit-il. Vous vouliez que nous choisissions quelqu'un, disons, d'amoureux. Oui, c'est parfait, opina Altman. Il la connaît depuis longtemps ? Interrompant Heurtier qui allait répondre, Sisoès brandit le dossier. Tout est là-dedans, je vous expliquerai. L'adjudant n'est là que pour la téléobservation à partir de nos postes de surveillance. Dites-nous plutôt, Heurtier, ce qu'ils font actuellement. Oui, c'est cela, renchérit Altman. Que font-ils en ce moment ? Toujours debout, l'employé se mit à danser d'un pied sur l'autre. Tout sauta, regarda par terre. Allons, le pressa Sisoès, décidez-vous, c'est-à-dire en ce moment, mon général, prononça le subordonné en relevant le menton et en reprenant un strict garde à vous. Ils font l'amour. Un silence gêné suivit cette révélation. Sisoès éclata d'un gros rire, et Heurtier en profita pour l'imiter. Altman, lui, détourna le regard. Il semblait contempler pensivement quelque pan de l'espace, ou de son passé. « Quel âge a-t-il, m'avez-vous dit » demanda-t-il avec attendrissement. 20 ans. 20 ans » répéta le vieillard, les yeux dans le vague. Un pâle sourire, comme un soleil d'hiver, affleura au milieu de sa barbe. La main qui portait une chevalière vint naturellement à ses yeux, comme pour en écarter un fin voile. 20 ans, murmura-t-il en soupirant. Puis s'apercevant de la présence des deux fonctionnaires qui l'observaient, il reprit un air affairé. « Va pour votre client, Sisoès, affaire conclue. C'est bien celui qu'il nous faut. Son nom ? Smith. Et son prénom ? Baïkal. Baïkal ? Oui, c'est un peu bizarre, mais à l'époque, cela faisait partie des références culturelles standardisées de sa mère russo-mongole. C'est le nom d'un lac, je crois. Altman fit poliment semblant de l'apprendre. À compter de maintenant, ordonna-t-il, tout ce qui concerne le jeune Baïkal devra m'être soumis, si vous le voulez bien. Aussitôt que vous vous serez saisi de lui, je souhaiterais le voir seul à seul. Je vous ferai connaître un lieu de rendez-vous approprié. C'est entendu, dit Sisoès avec obséquiosité. Il était manifestement satisfait que l'entretien se termine et attendait d'être seul pour prendre des notes sur tout ce que lui avait dit Altman, ses ordres, ses mimiques et surtout ses étranges commentaires. Sisoès n'omettait jamais de noter tout ce qui lui paraissait anormal, incompréhensible, suspect. Sous son impulsion, cette habitude s'était répandue à tous les échelons de la protection sociale. Altman se pencha de côté pour chercher sa canne qui avait glissé par terre, puis il entreprit de se lever. « Comptez sur nous, » conclut Sisoès. « Nous allons agir dès maintenant. »« Dès maintenant » s'exclama Altman. « Allons, Sisoès, soyez un peu romantique. Faites-leur grâce d'un moment. » Le verbe se harnacher signifie s'équiper de manière complète et souvent lourde pour accomplir une activité précise. À l'origine, le mot vient du harnachement des chevaux, c'est-à-dire l'ensemble des sangles et des équipements qu'on leur met pour travailler ou être montés. Aujourd'hui, on l'emploie pour une personne qui s'équipe soigneusement, parfois avec beaucoup de matériel. Exemple. Avant l'ascension, les alpinistes se sont harnachés avec cordes, mousquetons et casques de sécurité. Le mot accoutrement désigne la manière dont une personne est habillée, souvent de façon étrange, ridicule ou inhabituelle. Il suggère un aspect surprenant qui attire l'attention ou prête à sourire. Exemple.
Avec son chapeau démesuré et son manteau multicolore, son accoutrement a fait rire toute l'assemblée. L'expression « agripper les accoudoirs » signifie saisir très fermement les supports pour les bras d'un siège, souvent sous l'effet de la peur, du stress ou d'une forte tension. Le verbe « agripper » insiste sur l'idée de s'accrocher avec force, tandis que les accoudoirs sont les parties d'un fauteuil ou d'un siège où l'on pose les bras. Exemple. Pendant les turbulences, les passagers agrippaient les accoudoirs de leur siège avec anxiété. Le mot « agrément » désigne ce qui rend une situation agréable, plaisante ou confortable. Il peut aussi faire référence à un plaisir, un charme particulier ou une qualité qui améliore le bien-être. Dans un contexte administratif, il peut également signifier une autorisation officielle. Exemple. Cette maison offre tout le confort et les agréments nécessaires pour vivre paisiblement. Le verbe « s'égrener » signifie se détacher ou se dérouler un à un, souvent de manière espacée. Il est utilisé pour des objets physiques comme des grains ou des perles, mais aussi de manière figurée pour des événements ou des moments qui se succèdent lentement. Exemple. Au fil de la cérémonie, les noms des invités se sont égrenés un par un, créant une atmosphère solennelle. Dans cette phrase, le verbe « enfiler » signifie mettre un vêtement ou un équipement sur soi, comme on mettrait un manteau ou des gants. Ici, il veut dire mettre correctement le baudrier. Le mot baudrier désigne un harnais de sécurité utilisé pour s'attacher à une corde lors d'activités comme l'escalade ou la descente en rappel. Dans la phrase, il indique l'équipement essentiel pour la sécurité. L'expression « descendre en rappel » signifie descendre le long d'une paroi ou d'une paroi rocheuse en se laissant glisser sur une corde contrôlée avec les mains et le harnais. Dans ce contexte, elle décrit l'action précise que la personne va accomplir. Le mot « consternation » désigne un sentiment de grande surprise mêlé de désarroi, de tristesse ou d'incrédulité face à un événement inattendu ou choquant. Dans une phrase, il exprime l'état d'une personne qui est frappée, choquée ou profondément déçue par une situation. Exemple. À l'annonce de l'échec du projet, elle resta figée de consternation, incapable de réagir immédiatement.